Cher Thierry, toujours avec notre ami frère Thierry, vous allez nous présenter la personne que vous avez invitée. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Mogendre, président de Renaissance catholique. Et on va parler d'un livre que vous venez de publier, Les actes d'un colloque d'une université d'été, le mondialisme dans ses œuvres. Alors, mondialisme a bien distingué de mondialisation, qui est un fait objectif. Alors, qu'entend-on par mondialisme? Une sorte d'utopie. Alors, le mondialisme, je crois que c'est différentes choses. Vous l'avez évoqué opportunément il y a quelques instants. La mondialisation, c'est une réalité. C'est le fait que on met moins de temps aujourd'hui à venir de Nouakchott à Paris qu'Henri IV ou Louis XIV n'en mettaient d'aller de Paris à Chartres. Voilà. La mondialisation, c'est ça. La mondialisation, c'est également le fait qu'à tout instant, je peux téléphoner sur tous les endroits de la planète. On observe un rétrécissement de la planète, ce que McLuhan a appelé le village planétaire. Nous devenons, je dirais, plus facilement accessibles les uns par rapport aux autres. Et puis également, cette mondialisation, vous l'avez dit, c'est une certaine homogénéisation des normes, en particulier des normes techniques. Voilà, les normes techniques de télécommunication, les normes techniques sur l'électricité, les normes techniques qui font que un appareil électroménager que vous avez en France, si vous partez en Suède et si vous le branchez, il va fonctionner. Voilà, tout ça, c'est la mondialisation. Ce sont des normes uniques à l'échelle de la planète. Alors, le mondialisme, c'est autre chose. Et alors, j'ai une citation de David Rockefeller. Donc, c'est la grande famille Rockefeller aux États-Unis en 1992. Et David Rockefeller affirme, je le cite, « La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est certainement préférable aux décisions nationales en cours depuis des siècles. » Je crois qu'on est là au cœur du processus. Le mondialisme, c'est la conviction que pour les biens des peuples, que pour la paix mondiale, il faut que la direction de la planète ne soit pas sujet au mouvement d'humeur des peuples, mais que la souveraineté soit assurée par une élite intellectuelle et de banquiers. Voilà. Le mondialisme, c'est ça. C'est une élite intellectuelle qui dirige le monde. Alors l'idée est ancienne, parce que déjà Platon, d'une certaine manière, s'apparentait à cette famille d'esprits, pensant que le monde devait être gouverné par les philosophes, qui d'une part connaissent la réalité des choses et qui d'autre part, nous venons de l'évoquer, ne sont pas sujets aux mouvements d'émotion et aux passions qui sont attribués au peuple. Alors, au XVIIIe siècle, on en retrouve... Alors, le XVIIIe siècle, bien sûr, c'est le siècle des Lumières. Ce qui apparaît surtout, et me semble-t-il, le lien entre le mondialisme et le siècle des Lumières, se fait de cette manière, c'est que l'homme tel que le conçoit Rousseau, tel qu'il en fait l'approche dans le contrat social, c'est un homme qui n'a pas de racines. C'est un homme qui n'a pas d'identité. C'est un homme qui ne procède d'aucune culture. Et le mondialisme, ce gouvernement mondial, il y a pour lui la nécessité, l'obligation, je dirais, ontologique, connaturelle, de faire en sorte que l'homme soit arraché à ce qui fait son originalité, et en particulier ce qui distingue les hommes les uns des autres. Voilà. Le projet mondialiste repose sur une conception désincarnée de la nature humaine. Il faut que les hommes soient tous identiques, ce qui d'ailleurs est compréhensible, parce que les hommes ne pourront accepter de se soumettre à ce fameux gouvernement mondial dont nous parlons, à cette souveraineté supranationale, que s'ils ont le sentiment d'être identiques, s'ils ont le sentiment d'être à la fois peut-être identiques quant à leur nature, mais profondément différents sont leur culture, ce gouvernement supranational devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre.
Alors, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a effectivement cette dimension de citoyen du monde. C'est en particulier ce que l'on voit au moment de la Révolution française. L'exemple est bien connu, il est célèbre. Anacharsis Klotz, donc qui est un Prussien, qui est député dans je ne sais plus quelle assemblée révolutionnaire, mais qui partage les idéaux de la Révolution, qui fait acte d'allégeance parce que cela correspond aux principes auxquels il adhère, à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Eh ben, cet homme est représenté comme ayant voix au chapitre pour la direction des affaires de la France. Nous avons en fait un transfert d'une conception traditionnelle, enracinée, charnelle de la civilisation et de l'identité à une nouvelle conception qui en fait est une conception idéologique. Vous n'êtes pas français parce que vous parlez français, parce que vous procédez de la culture française, parce que vos parents étaient français. Vous êtes français parce que vous adhérez à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, en voyant également qu'une des conséquences de cette déclaration qui est universelle, c'est que d'une certaine manière, tout le monde a vocation à devenir français, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes pratiques. Aujourd'hui, vous avez sur la scène politique, au fond, deux versions du mondialisme, les mondialistes libéraux et les altermondialistes. Leur programme apparemment est différent, mais l'objectif est le même. Voilà, je pense que ce qui les unit, c'est la conception matérialiste qu'ils ont de l'homme, l'un et l'autre. C'est une image que l'on a coutume de prendre, de dire que l'homme moderne, l'homme de la post-modernité, il n'est plus aujourd'hui conçu que comme un producteur ou comme un consommateur. Et réduire l'homme à cette dimension purement matérielle, eh bien, selon le biais sous lequel vous l'envisagez, eh bien, effectivement, vous êtes soit altermondialiste d'extrême gauche, soit vous êtes mondialiste libertaire, mais au final, tout cela repose sur des conceptions extrêmement proches de la nature humaine. On pourrait dire que les altermondialistes sont très proches des écologistes. La Terre est notre mère, l'homme est un prédateur, et cela a des conséquences. Restriction de la natalité, l'homme n'est qu'un élément de l'univers, des théories spécistes, d'où découleront aussi les théories du genre. Mmh. Et on pourrait dire que dans cette idéologie, il y a des relents gnostiques sur lesquels on pourra revenir. Du côté libéral, c'est quoi? C'est le triomphe de la finance, qui était gêné par les barrières douanières, par les États, qui sont d'un côté ou de l'autre perçus comme une gêne. Donc, les altermondialistes ou les mondialistes, suppression des frontières. Les libéraux, qu'est-ce qu'ils veulent? Prenons un exemple. Ils imaginent un produit de grande consommation, ils vont le faire réaliser dans un pays où le coût de la main-d'œuvre est très bas, et le vendre, si possible sur la planète, ou dans des régions où ils pourront tirer le maximum de profit. De même, les flux financiers vont chercher à investir il y a le maximum de rapports possible et se retirer dès qu'il a une nombre de difficultés. Il n'y a plus de barrière étatique. L'objectif aussi, c'est certainement de libérer l'homme de tout ce qui peut le structurer, entre autres la famille. Et on voit, si on regarde par exemple les projets onusiens sur les droits sexuels, par exemple, que ces deux visions du mondialisme se rejoignent. Alors je crois qu'on peut faire deux remarques un petit peu complémentaires. La première, c'est une citation, nous en parlerons également tout à l'heure, voilà, dans l'ouvrage du cardinal Sarah, là, les dialogues avec Nicolas Dia, le soir approche et déjà le jour baisse.
Donc le cardinal Sarah est interrogé sur la question que nous évoquons du mondialisme, etc. Quel lien existe-t-il, l'interroge-t-on, entre la société de consommation, la culture de masse et l'uniformisation des modes de vie? Et il développe, je crois qu'il est au cœur du sujet, le capitalisme tend à réduire l'humanité à une figure centrale et unique, le consommateur. Toutes les forces de l'économie tentent de créer un acheteur qui puisse être le même en tout point du globe. Le consommateur australien doit ressembler exactement à l'espagnol ou au roumain. Les identités culturelles et nationales ne doivent pas être un frein à l'édification de cet homme interchangeable. La standardisation des produits de consommation est le reflet parfait de la sécheresse de cette civilisation sans âme. Donc là, on rejoint quelque chose que vous avez évoqué. Cette volonté d'uniformisation, elle est également souhaitée pour des raisons économiques telles qu'elles viennent d'être évoquées. Et alors, le deuxième point, qui est un point de connexion, qui est un point de convergence entre ces deux approches par rapport au mondialisme, que l'altermondialisme et puis le libéralisme libertaire, ce qui est frappant, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il y a le refus que l'homme éprouve d'accepter de se soumettre à une loi qu'il n'a pas lui-même édictée. Voilà, le libéral libertaire. Voilà, le libéral libertaire, eh bien, il considère comme une atteinte à sa dignité le fait qu'il existe des règles qu'il n'ait pas fixées. Le meilleur exemple que l'on en ait, la citation est un peu ramassée, je pense à une citation de Caroline Fourest, qui dit « La loi naturelle est fasciste ». Alors la loi naturelle que l'on doit satisfaire, mais comme il faut... Le désir que l'on doit satisfaire, bien sûr, pardon, mais néanmoins, comme il faut vivre en société, et qu'une société ne peut pas être constituée de la juxtaposition de personnes qui chacune vivent leurs désirs, parce que des fois ces désirs sont contradictoires et la vie deviendrait quand même assez compliquée, on débouche, et nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, au cœur de cette approche, sur un positivisme juridique, qui fait que comme il n'existe pas de loi naturelle, comme il n'existe pas de loi qui transcende la nature humaine, qu'il faut bien vivre en collectivité, et que si chacun suit ses désirs, ses envies, etc., la vie va rapidement devenir impossible, deviendra juste, je pense en particulier aux travaux du juriste Hans Kelsen, deviendra juste ce qui a suivi le processus prévu d'élaboration de la loi. Voilà, la loi est juste parce qu'elle a été élaborée suivant le processus qui est prévu. Je pense une remarque qui m'avait beaucoup frappé après les débats sur la manif pour tous, donc il y a quelques années. Donc c'est Pascal Clément qui avait tenu des rubriques dans Valeurs Actuelles s'opposant à la légalisation du mariage homosexuel. Et puis il avait eu cette formule, je crois, très révélatrice de cet état d'esprit. Si opposer était un droit, s'y soumettre est un devoir. C'est-à-dire que du jour où le processus a été respecté, comme il n'existe plus de bien et de mal transcendantal en tant que tel, eh bien la majorité des gens a voté l'extermination de 1%, eh bien s'y soumettre est un devoir. Et ce qu'il faut, me semble-t-il, développer par rapport à cet argumentaire, c'est que cet argumentaire est profondément totalitaire. Ce qui protège les plus faibles, c'est qu'il existe des lois qui ne sont pas sujets aux humeurs et aux envies de la majorité des gens. C'est ça la protection des faibles. Il y a des choses qui nous transcendent et sur lesquelles le peuple facilement manipulable ne peut pas agir. Mais l'objectif, si le mondialisme cherche à casser les peuples, à supprimer les traditions, à qu'ils soient interchangeables, si on prend par exemple le cas de la manif pour tous, du mariage pour tous, les défenseurs de cette loi qui est passée vous diront « mais on retire rien aux autres, on donne des doigts supplémentaires, ils essaient de montrer de manière positive ». Et qu'est-ce qu'on pourrait dire si on compare au code de Napoléon, Cambacérès. Cambacérès disait que le mariage est le plus saint des contrats.
mais c'est un contrat, donc il peut être rompu. Mais aujourd'hui, avec le mondialisme, si on compare avec la situation qu'on a pu connaître au XIXe siècle, où les gens de gauche étaient en général anticléricales, mais plus ou moins spiritualistes. Aujourd'hui, l'objectif du mondialisme, c'est doter même du cœur de l'homme, de la conscience, l'idée même d'un Dieu. D'arriver à un matérialisme absolu. Alors je crois, pour reprendre un des propos que vous venez d'évoquer, c'est que le mariage n'est pas qu'un contrat. Voilà. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais justement, à mon avis, l'erreur, elle est originelle. Le mariage, il est plus qu'un contrat parce qu'il est l'institution qui assure la pérennité de la société. Et le premier des biens, c'est la formule bien connue, primum vivere deinde philosophari, le premier des biens, c'est de vivre. Et ce qui assure la pérennité de la société, c'est deux choses. C'est d'une part la procréation en tant que telle, le fait de générer, de donner naissance à de nouveaux membres. Et ensuite, c'est que les enfants, il suffit pas de les faire, après il faut s'en occuper, il faut les éduquer, il faut leur donner tous les moyens pour en faire des adultes responsables, à même de prendre les responsabilités qui devront être les leurs dans la société. Et, me semble-t-il, il y a eu là une distorsion importante. Le but du mariage, ça n'est pas de reconnaître la légitimité sociale des amours des personnes. Ça n'est pas ça le sujet. Le mariage, il n'est pas fait pour ça. Et la reconnaissance du mariage par la société, ça n'est pas lié à la reconnaissance des amours des personnes qui, après tout, ne concernent qu'elles. L'institution du mariage et sa valorisation par la société, c'est la génération en tant que telle, et ensuite d'assurer un cadre qui permettra la transmission d'un certain nombre d'éléments et l'éducation des enfants. Nous sommes arrivés sur une conception profondément individualiste du destin de chacun, et que la notion d'une part de bien commun et d'autre part de travailler, d'œuvrer à sa place, etc., à la pérennité d'une société et d'une civilisation, aujourd'hui n'est plus perçue. Mais elle n'est plus perçue aussi, me semble-t-il. Pourquoi ? Parce que quand nous nous concevons comme le maillon d'une chaîne, ce que je vais transmettre, c'est ce que j'ai reçu. C'est une part de ce que j'ai reçu. Et ce que j'ai reçu, aussi bien au point de vue intellectuel, spirituel, matériel, etc., est énorme. C'est la phrase de Maurras que tout le monde connaît, qui a été reprise par Jean Madiran. Voilà, nous sommes tous constitués à notre naissance comme des débiteurs insolvables. C'est-à-dire que nous avons reçu incommensurablement plus que nous ne pourrons jamais donner. Et quand je me positionne dans cette optique, ce que je vais transmettre à mes enfants, ça n'est pas ce que j'ai fait moi. Moi, je ne suis qu'un passeur. Je ne suis qu'un transmetteur. Et le patrimoine que je transmets, ce patrimoine, il est considérable et il donne un sens à l'action de transmission à laquelle je me consacre. Si en revanche, je refuse d'être un transmetteur, je refuse d'être un passeur de mémoire, si la seule chose que j'ai à transmettre, c'est ce que je suis et ce que j'ai fait, effectivement, généralement, il n'y a pas grand-chose, et on comprend qu'un certain nombre, à juste titre, s'en abstiennent. Donc on est vraiment dans dans des questions de fond qui ne sont pas, je dirais, des choses vues du point de vue de Sirius. C'est très concret, et ça a des implications extrêmement concrètes, en particulier sur la transmission d'un héritage, sur la transmission de la vie, sur le taux de natalité, sur la fécondité d'une nation. Aujourd'hui, notre peuple meurt de ce qu'un certain nombre de gens, n'ayant plus rien à transmettre, ne savent pas à qui le transmettre, et donc s'abstiennent de transmettre la vie. Quelle autre caractéristique pouvez-vous évoquer pour ce mondialisme en marche ?
Alors nous l'avons évoqué, un des points fondamentaux, c'est la citation de Rockefeller que je vous ai livrée il y a quelques instants. Donc donner le pouvoir à des instances supranationales d'intellectuels et de banquiers. Il y a un deuxième point que j'ai évoqué, c'était la citation du cardinal Sarah. C'est le fait que pour les affaires, il est mieux que tous les consommateurs de la planète ils aient les mêmes besoins, parce qu'en termes de production de produits marchands, c'est quand même plus pratique. Et puis je crois également qu'il y a deux éléments qui contribuent à au développement de cette pensée mondialiste. Il y a tout d'abord la déclaration que nous connaissons de François Mitterrand. François Mitterrand déclarant au Parlement européen: le nationalisme, c'est la guerre. C'est la croyance qu'une fois que les nations auront été détruites, il n'y aura plus de guerre puisqu'il n'y aura plus d'éléments générateurs d'hostilité. On peut faire deux remarques. La première remarque, c'est que cette idée est ancienne. J'ai sous les yeux un texte que l'on trouve donc à la page 24 du livre de Philippe de Villiers. Là, j'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu. Et un des conseillers de Lloyd George, c'est le premier ministre anglais qui a négocié le traité de Versailles, donc un de ses conseillers écrit, je le cite: « La souveraineté nationale est à l'origine des maux les plus criants de notre époque.